Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Christophe Jaffrelot, directeur de recherche au CERI, le Centre de recherche internationale de Sciences Po, grand spécialiste du sous-continent indien, et auteur notamment récemment de L'Inde de Modi, national populisme et démocratie ethnique, paru cette année chez Fayard, pour discuter de l'état des tensions entre Inde et Pakistan et des dangers que celles-ci font peser à différentes échelles, puisque rappelons tout de suite que c'est le principal et pour ainsi dire le seul cas de conflit larvé et même parfois complètement ouvert entre deux puissances qui possèdent l'arme nucléaire. Donc après cette présentation extrêmement réjouissante, bonjour Christophe Jaffrelot. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Et pour d'abord replacer peut-être le cadre global de cette rivalité, je pense qu'il faut quand même commencer par la rivalité confessionnelle entre hindous et musulmans, donc hindous majoritairement en Inde et musulmans majoritairement au Pakistan, qui est déjà présente en fait dans la lutte pour l'indépendance par rapport à l'Empire britannique, donc dans la première moitié du XXe siècle, entre le Parti du Congrès, officiellement laïque et majoritairement hindou, qui est l'un des grands artisans de l'indépendance indienne, et la Ligue musulmane, qui concourent tous les deux à l'indépendance, mais selon des termes légèrement différents. Oui, la Ligue musulmane n'étant pas anti-britannique, collaborant avec les Britanniques et cherchant surtout à détacher une partie du territoire de l'Inde britannique pour avoir un État à elle, un État que donc la Ligue musulmane et son chef, Jinnah, vont gouverner à partir du 14 août 1947, puisque le Pakistan est créé un jour avant l'Inde, qui verra le jour, le 15 août 1947. Mais quelques semaines plus tard, dès octobre 1947, ces deux pays nouvellement nés, nouvellement créés, vont se faire la guerre au Cachemire, puisque c'est le Cachemire, la pomme de discorde principale. Oui, c'est ça, c'est très intéressant, parce que déjà, l'hostilité est présente dès le début, puisque, rappelons que la partition implique aussi d'immenses transferts de population de part et d'autre, donc c'est 6 millions de musulmans qui vont d'Inde vers le Pakistan, et 2 millions d'hindous qui vont vers l'Inde, avec des massacres le long de ces migrations, mais aussi, justement, vous venez d'en parler, c'est déjà le point de friction, qui reste encore le point de friction jusqu'à aujourd'hui, puisque le Cachemire, donc cette région himalayenne, au nord du territoire, au nord du sous-continent indien, il y a déjà un problème de rattachement et d'allégeance entre le Pakistan musulman et l'Inde hindoue. Tout à fait, c'est-à-dire que le problème du Cachemire est consubstantiel de la naissance de ces deux États. Pour une raison historique, on avait au Jammu et Cachemire, puisqu'en fait l'État est bicéphale, le sud s'appelle le Jammu, le nord s'appelle le Cachemire, un Maharaja hindou par les hasards des dynasties qui se succèdent à la tête de cette province. Et ce Maharaja hindou, à la tête d'un État à majorité musulmane, ne souhaitait pas rejoindre d'abord ni l'un ni l'autre, il voulait rester indépendant. Il a donc tergiversé, la partition est intervenue, et il ne s'est rien passé jusqu'à ce que les Pakistanais, considérant que cette province avait vocation à faire partie de leur État parce que le Pakistan avait vocation à regrouper tous les musulmans du sous-continent, ont attaqué. Alors, d'une manière officieuse, ce sont des tribus pashtunes qui ont mené l'assaut pour commencer, et puis de manière officielle, dès lors que l'État pakistanais a déclaré la guerre et envoyé la troupe au Cachemire. Donc c'est un conflit qui est à l'initiative des Pakistanais, qui va pousser le Maharaja à finalement accéder à l'Inde. L'Inde, il l'appelle au secours, ce Maharaja, et New Delhi répond « Nous viendrons à votre secours si vous rejoignez l'Inde ». Donc là, il signe, bien sûr, et l'Inde envoie son armée. C'est compliqué parce que les voies d'accès les plus rapides, en fait, passent par le Pakistan. Il faut créer une route, littéralement. Mais quand même, l'armée indienne réussit à repousser les assaillants sur une ligne qui va devenir une ligne de cessez-le-feu, progressivement dans le courant de l'année 1948. Assuré par l'ONU d'ailleurs. Alors, garanti par l'ONU, effectivement. Il y a un moment où l'ONU va intervenir, va voter des résolutions
Résolution très ambiguë, demandant un référendum pour savoir à quel pays les Cachemiris veulent vraiment être rattachés, donc subordonnant à un référendum le retrait des troupes pakistanaises, ce que les Indiens trouvent absolument inqualifiable puisque ce sont eux, les Indiens, qui sont victimes d'une agression. Donc cette résolution sera mal vécue, elle sera suivie d'autres, et pour finir, effectivement, 31 décembre 48 ou 1er janvier 49, la ligne de cessez-le-feu est reconnue par les deux parties et devient la frontière de fait entre les deux pays. Ce qui laisse une bonne partie du territoire occidental du Jammu et Cachemire aux Pakistanais, hein, deux provinces notamment qu'on appelait Gilgit et Baltistan. Gilgit-Baltistan va devenir Northern Provinces. Les Pakistanais veulent enlever toute connotation ethnique qui ne soit pas musulmane dans le libellé de ces provinces, tandis que du côté indien, eh bien, on crée le Jammu et Cachemire comme un État de l'Union. Et parce que c'est très intéressant aussi, c'est presque un aparté, mais il faut le dire, c'est aussi la grande différence de projet politique entre les deux nations, c'est-à-dire que le Pakistan, c'est un projet identitaire, musulman, et l'Inde, au contraire, c'est un projet théoriquement laïque et englobant, et l'idée que toutes les confessions pourraient se rejoindre. Après, bon, y a Non, mais c'est plus qu'anecdotique, c'est clé dans cette affaire, parce que, évidemment, on comprend bien pourquoi, du côté pakistanais, la partition est considérée comme inachevée, tant que les musulmans qui ont vocation à rejoindre ce pays sont du côté indien. Donc c'est existentiel. Hein, et de l'autre côté, le projet indien peut avoir l'air plus inclusif, c'est-à-dire acceptant aussi les musulmans, mais en même temps c'est facile d'être inclusif et laïque quand on est 5 ou 10 fois plus nombreux. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la situation des musulmans en Inde, il y a aussi cette tentation de rapprochement du Pakistan parce qu'il y a une infériorité démographique énorme. Oui, mais du côté indien, pareil, c'est existentiel comme enjeu, le Cachemire, parce que si on doit effectivement rendre au Pakistan une province à majorité musulmane, alors c'est que l'Inde n'est décidément pas capable de tenir dans ses frontières des minorités sur un mode laïque. Alors on dit plutôt séculariste en Inde, mais c'est pareil, ou presque. Donc voilà. Au-delà d'un territoire montagneux qui, a priori, n'a pas énormément d'intérêt autre que géostratégique, il y a des philosophies politiques qui sont en jeu, et même des identités politiques qui sont en jeu. Ouais. Alors, après ce cessez-le-feu, plus ou moins garanti par l'ONU, l'étape d'après, évidemment, c'est la guerre froide, où les deux pays, forcément, se retrouvent pas du même côté, puisqu'à partir de la guerre froide vient toujours renforcer ces oppositions qui lui préexistent. Alors, expliquez-nous, replacez-nous, comme, disons, quel camp choisissent ces deux pays? Alors, l'Inde ne choisit pas son camp, ne choisit pas deux camps, pour commencer, puisqu'elle se veut non alignée. Et elle va essayer de tenir sur cette ligne. Elle va réussir tant que Nehru sera Premier ministre, à peu près. Le Pakistan, lui, devient le meilleur partenaire des États-Unis en Asie du Sud. Et a réussi à monnayer en quelque sorte son soutien auprès des Américains. Truman sera très réticent et aura à cœur de convaincre l'Inde d'être son partenaire en Asie du Sud dans la guerre froide, mais Nehru refuse de jouer le jeu des blocs, et son successeur à Truman, Eisenhower, va être celui qui, à partir de la guerre de Corée, à partir de 51-52, va considérer qu'il faut absolument un point d'appui en Asie du Sud, et que le Pakistan se propose d'être cela, alors c'est le Pakistan qui va être ce point d'appui. Du coup, toujours dans une pensée un peu plus générale du containment, de essayer de contenir l'influence des communistes, au sens large, à la fois des soviétiques, mais aussi des Chinois, puisqu'on est à ce moment-là dans un monde communiste bicéphale. Du coup, le Pakistan va rejoindre les grandes alliances, les grands traités, le pacte de Bagdad d'un côté, le CEATO de l'autre, Southeast Asia Treaty Organization, parce que, il ne faut pas l'oublier, le Pakistan a une frontière
avec l'Asie du Sud-Est à ce moment-là. Le Bangladesh actuel est encore pakistanais. Et donc c'est un pays qui signe 2 traités représentant 2 alliances visant à faire du containment à 2 endroits bien différents, dans le Moyen-Orient, l'Asie centrale, le pacte de Bagdad, dans l'Asie du Sud-Est, le CITO. Et oui, parce que rappelons, on va y revenir évidemment, mais que donc le Pakistan à cette époque-là est en 2 parties. Il y a le Pakistan occidental, qui est le Pakistan qu'on connaît aujourd'hui, et le Pakistan oriental, qui est le Bangladesh qu'on connaît aujourd'hui, mais qui du coup est à l'est de l'Inde, oui. Et du coup est directement en contact avec cette disons, pépinière... Frontalier de la Birmanie, donc frontalier d'un pays d'Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est commence au Pakistan, et on peut considérer que le Pakistan a vocation à être dans le CITO de ce fait. Et de fait, proche des États-Unis, les Pakistanais vont être protégés par les États-Unis, et cela va avoir des effets sur l'Inde, parce que on va voir les États-Unis défendre le Pakistan coûte que coûte, notamment à l'ONU, notamment lorsque des résolutions concernant le Cachemire vont être votées. Et l'Inde, du coup, va avoir le sentiment qu'il lui faut, elle aussi, un parrain, une grande puissance, qui, notamment au Conseil de sécurité, puisse mettre son veto sur les résolutions qui, notamment, concernent le Cachemire, puisqu'au Cachemire, la demande des Pakistanais, c'est toujours la même, c'est un plébiscite, c'est le mot anglais qu'on utilise, c'est un référendum en vérité. Faisons voter les Cachemiris pour savoir si oui ou non ils veulent être en Inde ou s'ils veulent rejoindre le Pakistan. Et évidemment, c'est une chose que les Indiens ne veulent pas faire, ils ne veulent pas qu'on fasse voter sur ce thème les Cachemiris. Et donc les Indiens vont petit à petit se rapprocher des Soviétiques pour avoir eux aussi au Conseil de sécurité le parrain qui va pouvoir lui aussi mettre son veto aux résolutions venues d'origine pakistanaise. Et ceci va se concrétiser, on peut dire même se cristalliser, en 1971, lorsque les Bangladais, ceux qui sont du Pakistan oriental justement, vont se révolter contre le Pakistan occidental, vont demander leur indépendance. Ce sera le Bangladesh. Mais avant d'en arriver là, il y aura une longue lutte, une longue guérilla que l'Inde va soutenir, mais surtout qui va donner l'occasion aux Américains de soutenir les Pakistanais. Ouais, alors il faut peut-être juste rajouter un épisode que vous avez très aimablement sauté pour nous faire gagner du temps, mais qui est quand même important, qui est justement aussi dans ce cadre de guerre froide, qui est l'épisode de la guerre sino-indienne de 1962, donc guerre entre la Chine et l'Inde pour des territoires disputés à la frontière, qui est en vérité un peu une agression chinoise, mais surtout que l'Inde perd, l'Inde est vaincue, et du coup c'est important pour 2 raisons. Alors d'abord parce que chronologiquement on dit souvent que c'est la raison, la motivation, peut-être parfois la justification pour le programme nucléaire indien, dont on va reparler, puisqu'il faut faire face à la Chine qui elle va devenir très rapidement une puissance nucléaire. Mais bon, ça on en reparlera, mais surtout parce que dans la foulée, en 1965, le Pakistan attaque le Cachemire indien, pensant profiter de la faiblesse temporaire, disons, de l'armée indienne. C'est ça, il y a une séquence d'événements qui en fait nous fait passer d'une guerre à l'autre assez rapidement. Alors effectivement, les Chinois attaquent dans les vers 62, en réponse aux litiges contentieux transfrontaliers que vous évoquez, en réponse aussi au fait que le Dalai Lama, en mars 59, a quitté Lhasa pour trouver refuge en Inde et va être une épine dans le talon chinois pendant des décennies. La question tibétaine aujourd'hui est passée au second plan, mais pendant des décennies, ça a été quand même quelque chose que les Chinois ont eu du mal à vivre. Peu importe les causes, le résultat est effectivement désastreux pour l'Inde. Cette guerre de 62 est absolument unique en son genre, car il n'y a aucune victime du côté chinois, et par contre une débandade du côté indien. Ça va d'ailleurs conduire Nehru à multiplier par 10 les dépenses militaires. On va passer le 3% de PNB consacré aux dépenses militaires. Il était temps. L'Inde pensait pouvoir faire l'impasse sur le budget militaire, et elle est rappelée à l'ordre par l'agression chinoise. Deuxièmement, ça a un effet géopolitique,
car une partie des territoires que les Chinois ont conquis, ils ne les rendent pas. À l'est, ils se retirent entièrement. À l'ouest, ils gardent un morceau du Cachemire, précisément, qu'on appelle l'Aksai Chin. Et ce morceau de Cachemire est très précieux parce qu'il les aide à connecter par une route le plateau tibétain et le Xinjiang. D'autant que les Pakistanais, en 1963, leur donnent un bout du Cachemire qu'ils ont conquis en 1947 pour que cette route soit véritablement au fond d'une vallée accessible. C'est un affront supplémentaire pour les Indiens qui se retrouvent maintenant non plus avec seulement le Pakistan comme puissance ayant empiété sur son Cachemire, mais aussi la Chine. Et la guerre de 65... En plus, Nehru, héros de l'indépendance, meurt en 64 pour rajouter à tout ça. Donc c'est vraiment une phase très très difficile. Ce sont des très difficiles. Que les Pakistanais, en 65, imaginent pouvoir exploiter. Ils se disent, ils n'ont plus de Premier ministre, ils viennent de connaître une défaite cuisante en 62, et, disent les Pakistanais, les Cachemiris n'attendent que nous pour être délivrés du joug hindou, et c'est ainsi qu'ils attaquent les Pakistanais, notamment au Cachemire. Mais là, c'est évidemment une autre histoire. Les Indiens, beaucoup mieux armés, beaucoup mieux commandés que ne l'imaginent les Pakistanais, résistent et mènent une contre-offensive qui, en fait, est cinglante. Et les Pakistanais sont véritablement battus, même si dans les manuels d'histoire pakistanais, on dit autre chose. Et puis, les Cachemiris, aux surprises, n'avaient pas plus envie que les Irakiens, quand les Américains sont venus les libérer, d'être sauvés par un envahisseur. C'est donc un retour qui est cette fois-ci beaucoup plus favorable aux Indiens. Du coup, il faut maintenant dire un mot de la guerre d'après, que vous avez déjà commencé à aborder il y a quelques minutes. C'est, dans le cadre de l'indépendance du Bangladesh par rapport au Pakistan en 1971, le Bangladesh est soutenu par l'Inde, évidemment, qui passe rarement à côté d'une occasion d'affaiblir le Pakistan. Peut-être dites-nous quelque chose de cette guerre, parce qu'effectivement, oui, elle se fait à l'échelle locale dans le cadre d'une guerre d'indépendance, mais effectivement, les États-Unis, puis la Chine, puis les Soviétiques interviennent aussi dans le cadre de ces événements de 71. Tout à fait. Ce qu'il se passe en 71, et en 70 d'ailleurs, pour commencer, c'est une insurrection de la part d'une population dominée, exploitée. Les Bengalis, les Pakistanais de l'Est, étaient une véritable colonie intérieure pour les Pakistanais de l'Ouest. Et ils ont demandé d'abord poliment et constitutionnellement un rééquilibrage des investissements, des budgets. Ils n'ont jamais rien obtenu. Avec cette situation qui était quand même extraordinaire d'un pays écartelé en deux, avec son pire ennemi au milieu des deux parties, c'est-à-dire l'Inde. Géographiquement, c'était surréaliste. Effectivement, les deux ailes du Pakistan étaient séparées par 2000 km de territoire ennemi, ou en tout cas hostile. Donc on aurait pu penser que c'était déjà pas tenable de ce fait-là. Ça l'est d'autant moins qu'on n'a pas donné aux Bengalis leur dû. Et donc ils se soulèvent, ils sont réprimés dans le sang d'une manière atroce. 90 000 soldats pakistanais sont aéroportés, Pakistanais de l'Ouest, sont aéroportés à Dhaka et mènent la répression. 10 millions de Bengalis se réfugient du côté indien, au Bengale occidental. Et c'est l'argument qu'Indira Gandhi utilise pour mener elle-même l'assaut. Pour finir, en décembre 71, novembre-décembre 71. Et là, la guerre était claire. Il suffit de 15 jours à l'Inde pour prendre le Bengale oriental, faire 90 000 prisonniers.
du côté pakistanais, donc pratiquement autant que ceux qui avaient été aéroportés depuis l'Ouest. Ça n'a pas été plus loin pour 2 raisons. La première, les Américains ont envoyé un porte-avions qui, dans la baie du Bengale, cherchait à dissuader les Indiens à aller plus loin, l'Enterprise, ce que les Indiens ont très mal vécu, car c'était vraiment une façon de prendre fait et cause pour un oppresseur. Alors on comprend les raisons de Nixon. Nixon était à ce moment-là en train de négocier avec Mao Tse-tung la reconnaissance de la Chine, grâce aux Pakistanais. Ce sont les Pakistanais qui ont servi d'intermédiaire à Kissinger d'abord, à Nixon ensuite, pour rentrer en relation avec Pékin. Et du coup, eh bien, on ne pouvait pas sanctionner Islamabad parce qu'on avait trop besoin d'Islamabad vis-à-vis de la Chine. Mais ça a une deuxième conséquence, ça conduit l'Inde à se rapprocher encore plus vite de l'URSS qu'elle n'avait commencé à le faire. Elle signe un traité d'amitié indo-soviétique, c'est la seule fois peut-être qu'Indira Gandhi le fera. Et puis, les négociations de paix à Shimla se traduisent par, évidemment, un durcissement de la tonalité des relations indo-pakistanaises. L'Inde, cette fois-ci, alors qu'en 1965, elle avait été assez coulante, exige plusieurs choses, dont le fait que les Pakistanais, désormais, renoncent à internationaliser la question du Cachemire. Oui, c'est très intéressant. Ça, ces accords de Shimla, en 1972, c'est l'idée que maintenant, les conflits entre l'Inde et le Pakistan doivent être faits à l'échelle régionale, ce qui revient à dire que le Pakistan doit arrêter de faire appel à ces espèces de droits des peuples qui rattacheraient le Cachemire au Pakistan, et aussi doit arrêter de faire appel à leur grand allié américain. C'est ça. L'idée, évidemment, c'est d'éviter que cette question ne revienne en permanence dans le cadre onusien, qui est très inconfortable pour l'Inde, car l'idée que les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes ne date pas d'hier, est généralement admise comme légitime, et donc que l'on ne consulte pas les Cachemiris sur le pays où ils veulent habiter, c'est difficile à tenir pour les Indiens. Alors ils ont toujours cet argument en disant non mais nos Cachemiris ils votent pour les élections régionales et nationales d'ailleurs, et ce faisant, eh bien c'est le signe qu'ils adhèrent à la République indienne. D'abord, il n'y aura pas d'élection digne de ce nom, libre, véritablement fair, avant 1977. Toutes ces élections sont truquées d'une manière ou d'une autre. Et deuxièmement, voter pour un représentant, un député ou un gouvernement régional ne vaut pas plébiscite ou référendum, bien sûr. Ouais, c'est vraiment, pour rappeler, c'est vraiment... L'Inde se satisfait d'une sorte de fait accompli, puisqu'elle a de fait la main sur la partie du Cachemire qui l'intéresse. Et voilà, toute remise en cause de ce statu quo, étant donné, même si vous avez souligné que les Cachemiris ne sont pas forcément fous de l'idée d'une tutelle pakistanaise, en tout cas toute remise en cause de ce statu quo se ferait sans doute à ses dépens. Tout à fait. Ce que souhaite l'Inde, c'est transformer ce qui, d'ailleurs, devient en 1972 à Shimla une ligne de contrôle, on transforme la ligne de cessez-le-feu en ligne de contrôle, et bien que ça devienne même une frontière internationale. L'Inde voudrait graver dans le marbre ce statu quo-là, ce que l'armée pakistanaise, les Pakistanais en général, mais l'armée pakistanaise en particulier, ne veut surtout pas accepter, car ce serait renoncer eh bien, à une partie de ce que la partition aurait dû leur amener. Et donc on va avoir une armée révisionniste, de plus en plus révisionniste, qui... ne réussissant pas à reconquérir le Cachemire par les armes, après la défaite de 1971, il est clair qu'ils n'auront pas le Cachemire par les armes, eh bien ils vont passer du conventionnel au non conventionnel. Ouais, alors il faut, justement, vous faites parfaitement bien la transition, mais déjà dans l'après-accord de Shimla, il y a une date sur laquelle je voudrais revenir, c'est 1974, puisque c'est le premier vrai essai nucléaire indien,
qui est appelée de manière extrêmement poétique l'explosion pacifique, mais par les Indiens, mais justement peut-être s'attarder sur cette expression, parce que ça dit quelque chose aussi de l'imaginaire indien et de l'imaginaire de défense indien, c'est-à-dire l'idée qu'on n'est pas une puissance belliqueuse et que même quand on va chercher des armes nucléaires, c'est une explosion pacifique, quoi. C'est ça, l'Inde se considère en légitime défense. Alors, par rapport à la Chine, vous l'avez évoqué, la Chine fait son premier essai nucléaire en 1964, l'Inde se dit qu'elle ne peut pas être en reste, mais par rapport au Pakistan, parce que quand en 1971, le Pakistan perd pour la 3e fois, bon en tout cas la 2e, une guerre contre l'Inde, ce que dit Bhutto est très important, il dit « Nous mangerons peut-être de l'herbe ». Donc Ali Bhutto, le président pakistanais. Le premier ministre pakistanais, voilà, à l'époque. « Nous mangerons peut-être de l'herbe, mais nous aurons la bombe ». Et donc, le programme pakistanais de développement nucléaire, de l'arme nucléaire, est finalement un tout petit peu antérieur aux essais indiens. Et ces essais indiens, donc, ils répondent à la fois à la menace chinoise et à la menace pakistanaise. Et effectivement, ils vont être présentés comme étant de légitime défense. Ce sera d'ailleurs la ligne que l'Inde gardera pendant toutes les décennies suivantes. Pour une raison quasiment, là aussi, existentielle, la non-violence est présentée comme une partie intégrante de l'ADN indien. C'est l'héritage du Mahatma Gandhi. L'Inde n'est pas une puissance expansionniste. L'Inde est une puissance qui a juste besoin de protéger son espace. La seule annexion territoriale à laquelle l'Inde procédera, c'est d'ailleurs la même année, c'est en 1974, c'est le Sikkim, ce petit État qui était entre le Népal et le Bhoutan, royaume hindou-bouddhiste comme ces deux autres royaumes. Eh bien, c'est la seule fois que l'Inde va, en quelque sorte, conquérir une terre qui n'était pas nécessairement à elle. Mais l'océan Indien, comme son nom l'indique, c'est une zone où l'Inde doit se protéger. Et puis au-dessus, eh bien, il faut éviter effectivement au plan territorial les agressions chinoises et pakistanaises. Alors on est obligé un peu de sauter à grands pas, mais en même temps, après 72 puis 74, s'ensuit une période de relative détente et de relatif apaisement. Il y a plein d'autres choses qui se passent à cette époque-là. Mais bon, voilà, disons le point butoir de cette période d'apaisement, au moins de manière très claire, c'est au moins 1998, avec des essais nucléaires de part et d'autre, ce qui est quand même très significatif. Alors d'abord parce que ça brise la situation du traité de non-prolifération de 1968, qui était le traité international, qui reconnaissait l'arme atomique au seul pays qui l'avait déjà, donc en fait aux 5 membres du Conseil permanent de l'ONU. Mais aussi parce que, en fait, du coup, ça fait qu'on a un conflit ouvert au Cachemire entre deux puissances nucléaires, quoi. D'autant qu'en plus, le conflit se réactive l'année suivante, en 1999. Alors, en fait, effectivement, on a un passage d'un conflit conventionnel à un conflit non conventionnel. Et la transition se fait et par le haut et par le bas. Par le haut, c'est effectivement le recours au nucléaire. Hein. Le Great Equalizer, comme disent les Pakistanais. Hein. On est effectivement à parité, une bombe vaut une autre bombe. On est peut-être plus petit, on est peut-être moins fort en termes du nombre de divisions et du nombre d'avions de chasse, mais une fois qu'on a la bombe, si on a les vecteurs qui vont avec, on est égal, on est à égalité. Ça, c'est effectivement ce que visait Bhutto dès les années 70 et ce qui est acquis en 98. Grâce à la Chine, hein, qui est quand même le pays qui a proliféré, le pays qui a donné l'arme nucléaire aux Pakistanais. Les missiles, eux, viennent de Corée du Nord, c'est le Nodong revisité, mais c'est d'origine chinoise aussi. Et en échange, d'ailleurs, les Pakistanais vont donner la bombe cette fois-ci aux Nord-Coréens. Donc on est vraiment dans du troc transnational, avec un homme, Ekyo Khan, qui est le père de la bombe pakistanaise, qui aura été l'entremetteur, l'architecte de cet incroyable réseau de prolifération, qui est à la fois nucléaire et balistique. Donc ça, c'est effectivement le passage à du non conventionnel
par le haut. Et puis, il y a en parallèle le passage à du non conventionnel par le bas, avec le recours au terrorisme, au djihadisme. Parce que l'armée pakistanaise tient les deux bouts de cette ficelle, en quelque sorte, et tire les ficelles de toute façon, qu'elle soit au pouvoir suite à un putsch ou pas. Même si c'est un Premier ministre civil, Nawaz Sharif, Benazir Bhutto, c'est elle, l'armée, qui s'occupe du dossier nucléaire, du dossier djihadiste et du dossier cachemiri. Alors là, on a une configuration qui remonte un tout petit peu plus tôt dans le temps. En fait, le tournant, c'est la guerre contre les soviétiques en Afghanistan. Car pendant 10 ans, de 79 à 89, grâce aux États-Unis, de Ronald Reagan, et à la CIA notamment, les Américains vont aider les Pakistanais à former des groupes de djihadistes qui vont bouter dehors les Soviétiques, mais qui, une fois que les Soviétiques seront partis, en 89, vont se retourner vers le Cachemire. Et donc on a, à partir de 89-90, le développement d'un djihad d'origine pakistanaise au Cachemire indien, des infiltrations, des attaques, avec des attentats qui vont être de plus en plus sophistiqués, qui vont même déborder le Cachemire. 95, c'est le premier grand attentat à Srinagar. Il y en a un autre en 99. Et puis, dès la fin de l'année 2000, c'est à Delhi que les mêmes groupes djihadistes frappent. Et donc, on n'est plus seulement dans une affaire cachemiri, on est en train d'utiliser le terrorisme islamiste pour, comme disent les Pakistanais, bleed India, saigner l'Inde. On ne réussira pas à reconquérir le territoire cachemiri par les armes, on le sait. Mais on peut au moins affaiblir, déstabiliser ce pays. Et c'est vrai, vous avez raison, il y aura une espèce de joint venture qui finira par se faire. En 99, les djihadistes et les militaires de carrière pakistanais tenteront un coup de plus, quelque chose d'encore plus ambitieux, en s'emparant des sommets qui surmontent la ville de Kargil, à la frontière entre le Cachemire indien et le Cachemire pakistanais, mais du côté indien. Et là, on aura une mini-guerre montrant qu'il y a des militaires pakistanais qui sont toujours prêts à l'aventure. Et en l'occurrence, c'était Musharraf, chef de l'armée pakistanaise, qui était à l'origine. Mais ça s'inscrit dans la même logique du non conventionnel pour affaiblir l'Inde et déstabiliser le pays. Alors c'est très bien parce que vous nous fournissez directement la transition avec le chapitre d'après, et le chapitre d'après il s'ouvre évidemment avec le 11 septembre 2001, et à la suite du 11 septembre 2001, l'intervention américaine en Afghanistan, l'idée qu'il faut agir contre les talibans, qui sont la puissance, disons, accueillante et hébergeant Al-Qaïda. Mais du coup, ça place le Pakistan dans une situation compliquée, puisque les liens des talibans et d'Al-Qaïda avec l'armée pakistanaise, même si c'est pas directement Al-Qaïda dont vous parliez à l'instant, mais ces groupes djihadistes sont très liés. Donc, il y a une proximité évidente, et en même temps, au moment de l'intervention américaine, les Américains font appel à leur vieil allié pakistanais, et là, Pervez Musharraf, le président, répond oui, sans aucune hésitation, ce qui du coup, donc pour aider les Américains à déloger ce djihadisme, ce qui du coup place l'appareil d'État pakistanais dans une position compliquée. Oui. Et en même temps, ces Pakistanais ont une capacité à manier le double langage qui est remarquable. Pendant des années, ils vont réussir à faire croire à George Bush qu'ils font le job, qu'ils arrêtent les responsables d'Al-Qaïda. Alors ils vont d'ailleurs livrer un numéro 3 d'Al-Qaïda quasiment tous les 6 mois pour tenir les Américains en haleine et puis permettre à George Bush de dire à son opinion publique « Regardez, on a bien raison de compter sur les Pakistanais, they deliver ». Et puis tous ces gens terminent à Guantanamo et on attend toujours les procès d'ailleurs. Ça va durer jusqu'à 2006-2007, sachant qu'en parallèle, Musharraf continue de ne pas réprimer les groupes djihadistes qui lui sont utiles au Cachemire indien. D'un côté, il livre des numéros 3 d'Al-Qaïda, d'un autre côté, il protège ceux qui lui sont le plus utiles
dans sa guérilla indienne, notamment Lashkar-e-Taiba. Lashkar-e-Taiba ne sera jamais inquiété, alors que c'est le groupe qui va avoir à son actif le plus grand nombre d'actions anti-indiennes, à commencer par évidemment l'attaque de Bombay en 2008 qui fera plus de 170 morts en 3 jours. Et donc ce double langage que les Pakistanais maîtrisent si bien va tout de même aider le Pakistan à montrer ses muscles vis-à-vis des Indiens et puis s'armer, parce que les Américains, en plus de ça, continuent à livrer des armes très sophistiquées aux Pakistanais, y compris des F-16. Les Indiens leur disent, mais en quoi est-ce que les F-16 vont vous aider à vous débarrasser d'Al-Qaïda ? Les Américains, ils disent, ouais, mais c'est ce que veulent les Pakistanais, donc on leur livre ce qu'ils veulent pour to keep them happy. C'est évidemment quelque chose qui va s'arrêter à partir des années 2008-2009, lorsque Obama va prendre le relais. Ça avait commencé d'ailleurs à ne plus très bien marcher à la fin du mandat de George Bush. Mais Obama est un peu coincé quand même. Il faut qu'il fasse sur le territoire pakistanais quelque chose contre Al-Qaïda sans les Pakistanais. Non, mais alors voilà. Du coup, on arrive quasiment déjà à la situation actuelle, puisque, en fait, avec le début de la présidence Obama, commence à s'enclencher un nouveau grand jeu, on aurait presque envie de dire le grand jeu en référence au livre de Kipling, mais avec le retour de l'Inde dans cette configuration diplomatique, militaro-diplomatique américano-pakistanaise, puisque y a une volonté à la fois de se rapprocher de l'Inde, de la part de l'administration Obama, et puis de changer un peu, de remettre un peu en question les termes de l'alliance américano-pakistanaise, puisque de toute évidence, comme vous venez de le remarquer, ça marche moyennement dans l'objectif de, disons, déraciner la pépinière djihadiste. C'est ça. En fait, Obama tire les leçons que Bush avait commencé à apprendre et que Clinton, avant lui d'ailleurs, avait pressenti. Avec Obama, il devient clair que le Pakistan est un allié tactique, qu'on a besoin de son territoire pour lutter contre l'islamisme international, mais pas plus que ça. Et l'allié stratégique, c'est l'Inde. Alors, encore une fois, c'est quelque chose qu'on avait déjà pressenti, que Bill Clinton, dans sa visite de mars 2000 en Inde, avait quasiment annoncé, quelque chose que George Bush avait aussi concrétisé par l'accord 1-2-3 qui permettait à l'Inde d'avoir accès à du nucléaire civil, alors même que le pays n'avait pas signé le TNP, ce qui est une exception absolument unique dans l'histoire du monde. Mais c'est Obama qui va effectivement le plus loin en disant « Je vais déployer davantage de troupes en Afghanistan », c'est le surge, je vais utiliser les drones, et là on va avoir des frappes de drones à la frontière afghano-pakistanaise comme on n'en a jamais vu, et puis je n'irai jamais au Pakistan, je ne reconnais pas ces dirigeants au point de venir à Islamabad, par contre je multiplie les visites avec l'Inde. Ça va être effectivement quelque chose qui va beaucoup indisposer les Pakistanais, alors, qui ne vont pas trop... Et parce que c'est dur aussi, enfin, je veux dire, c'est vraiment dur du point de vue pakistanais, puisque y a ça, il y a le fait que vous employez beaucoup, enfin, dans un article de 2012, je crois, vous employez le terme de clientélisme pour parler du Pakistan vis-à-vis des États-Unis. Mais du coup, ce clientélisme est mis à mal parce que, bon, il y a cette remise en cause théorique, et puis il y a aussi le fait que la souveraineté territoriale du Pakistan est très ouvertement bafouée, alors par toutes ces frappes de drones, qui sont quand même un problème, mais notamment parce que ça fait quand même beaucoup de victimes collatérales, même si les Américains le nient, du point de vue politique pakistanais, c'est un problème. Tout à fait. Et puis il y a cet épisode incroyablement embarrassant, qui est évidemment le raid d'Abbottabad en 2011, donc qui amène à la mort de Ben Laden, qui se cachait quasiment dans la grande banlieue d'Islamabad, dans une ville où il y a une académie militaire et où, globalement, c'est plein d'officiers retraités de l'armée pakistanaise qui vivent dans les maisons à côté, quoi. Ouais. Le Pakistan a joué sur les deux tableaux, et, à la fois, il y a eu une guerre civile, et 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 il y a eu une guerre
a en partie perdu sur les deux tableaux. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, il s'est aligné les Américains, et tant que Obama était là, il y a eu quand même une aide financière qui s'élevait au minimum à $1 milliard par an. Avec Trump, c'est fini. Ils ont perdu ça, et donc ils ont d'un côté perdu la confiance des Américains, et d'un autre côté, ils ont perdu effectivement beaucoup d'hommes en luttant contre les islamistes, car ils ont effectivement lutté. Alors ils ont lutté plutôt à la frontière afghano-pakistanaise. Mais là, ils ont perdu beaucoup d'hommes, parce qu'ils ont lutté contre les talibans, et contre les talibans pakistanais, qui sont ceux que Musharraf s'était aliéné en étant obligé de lutter contre Al-Qaïda à la demande de George Bush. Donc on a effectivement une véritable déconfiture, et c'est vrai aussi un sentiment anti-américain qui va monter parce qu'on va se sentir victime d'une occupation, littéralement, et d'une domination. Mais d'une occupation sans, c'est ça le truc incroyable avec les drones, c'est que cette occupation sans soldats, quoi, sans boots on the ground. Oui, mais c'est très difficile à vivre quand même. Parce que quantité de victimes civiles sont à déplorer. Ces drones, on n'en a pas fait vraiment le bilan, mais ont tué des milliers de personnes au cours des 10 années où ils ont vraiment fonctionné, notamment au nord Waziristan et au sud Waziristan. Et Imran Khan, le grand opposant au gouvernement des années 2010, va réussir à gagner les élections finalement sur ce thème, notamment sur ce thème. Il y a la corruption, il y a tout ça, mais il y a aussi l'anti-américanisme alimenté par cette idée qu'on est inféodé à une puissance qui ne vous respecte pas. Alors, en plus, là-dessus, sur ce tableau déjà compliqué, donc de retour de l'Inde, d'enjeux d'Américains qui font quasiment jouer la concurrence, en fait, entre Inde et Pakistan, pour remodeler la relation. Là-dessus, il y a encore un camouflet de plus, en 2014, c'est l'arrivée au pouvoir en Inde de Narendra Modi. Alors, il y a beaucoup de qualificatifs à son sujet, nationaliste, populiste, démagogue, enfin, je vous laisse donner les vôtres. Mais de fait, ça ramène un durcissement, notamment au Cachemire, et dont le meilleur exemple, c'est ce qu'on voit surtout cette année, depuis février puis août. Oui, en fait, Narendra Modi nous permet de valider une hypothèse que nous avions faite il y a quelques années dans un cahier du CAP, un carnet du Centre d'analyse et de prévision, l'Asie en 2025. Alors rappelons que le CAPS, c'est cet organisme absolument incroyable qui est abrité au Quai d'Orsay, dont vous faites partie, qui est vraiment de spécialistes qui se réunissent sur différentes parties du monde, sur différentes problématiques transversales, et qui essayent de fournir des outils d'analyse prospective pour les décideurs. Le P, dans CAP, ou dans CAP, ou dans CAPS maintenant, c'est pour prospective. Et donc on nous avait demandé, il y a une dizaine d'années, d'évaluer ce que serait l'Asie en 2025. Et j'avais conclu ma note en disant, on peut à peu près prévoir la trajectoire indienne, mais celle du Pakistan beaucoup moins. Et finalement, la trajectoire indienne pourrait bien dérailler du fait du Pakistan. Et je pense que c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui, car la montée en puissance du nationalisme hindou, la victoire de Modi, est largement le résultat de ce sentiment de vulnérabilité vis-à-vis du Pakistan et d'exaspération vis-à-vis du Pakistan. Ces attentats, j'ai parlé de Mumbai en 2008, mais il y en a eu d'autres. Cette affaire de Cachemire qui n'en finit pas. Il faut que ça cesse. Et la meilleure façon, pense-t-on, maintenant, majoritairement en Inde, c'est la manière forte. Et Modi, c'est la manière forte. Donc à peine arrivé, il va avoir à cœur de dealer avec Nawaz Sharif, mais suivant ses propres termes à lui. Tout effort de négociation avec un Premier ministre pakistanais a pour effet d'amener l'armée pakistanaise à faire dérailler les pourparlers. Ça, c'est la grande constante de l'histoire indo-pakistanaise. Les militaires pakistanais ne veulent pas de solution au Cachemire. Ils veulent, la seule solution qu'ils veulent, c'est récupérer le Cachemire. Donc, dès qu'on commence à négocier,
il torpille les pourparlers de paix, ça n'a pas raté. On a eu des attaques spectaculaires de bases militaires indiennes, à Pathankot au Pendjab indien, à Uri au Cachemire, Jammu et Cachemire indien. Et donc, en représailles à ça, en réponse à ça, Modi va monter d'un cran par rapport à tous ses prédécesseurs, lui frappe, et il appelle ça des frappes chirurgicales, dès 2016, et puis davantage encore en 2019, en février 2019, lorsque là, carrément, en réponse à un attentat suicide qui tue 41 soldats indiens, il va au-delà des territoires disputés et frapper en territoire pakistanais non disputé. Bon. Ça se comprend aussi dans un contexte électoral pour Narendra Modi. Et c'est effectivement la meilleure des stratégies pour continuer à surfer sur une popularité qui, par ailleurs, aurait pu être écornée par les résultats de l'économie qui, eux, étaient calamiteux. Narendra Modi a compris qu'il pouvait rester le héros de la nation indienne s'il donnait au moins l'impression qu'il protégeait le pays contre l'agresseur pakistanais. Donc au Cachemire, qui est toujours le champ de bataille éternel. Hein, alors, c'est ce qui explique aussi que cet été, il est allé encore plus loin, cette fois-ci en barrant d'un trait le statut d'autonomie dont jouissait le Cachemire. Depuis 1947, ce que vous avez raconté tout à l'heure, c'était la condition pour que le Maharaja rejoignent la Confédération indienne, c'était justement cette autonomie. C'est ça, en fait, on a négocié jusqu'en 1950, et dans la Constitution de l'Inde, l'article 370 donnait à l'État du Jammu et Cachemire une autonomie encore plus grande que dans les autres États. Par exemple, il était impossible d'acheter de la terre quand on n'était pas soi-même cachemiri. Mais lui, il va plus loin encore, Narendra Modi, en août 2019. Il tire un trait sur l'article 370, mais il transforme aussi l'État du Jammu et Cachemire en territoire de l'Union, ce qui fait que il y a non pas un gouverneur, mais un lieutenant-gouverneur nommé par New Delhi, qui peut s'occuper notamment de tout ce qui est ordre public. Les affaires de police sont maintenant entre les mains du pouvoir central. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui insupporte au plus haut point les Cachemiris. Cela s'est traduit quand même... D'autant que c'est pas comme si la situation... Enfin, je veux dire, il y a énormément de soldats indiens qui sont présents au Cachemire. Donc, voilà. C'est ça. Vous avez, en fait, des forces de police qui passent sous le contrôle de New Delhi, alors que New Delhi est déjà à la tête d'une armée considéré comme d'occupation, plus de 500 000 hommes, ça fait un ratio absolument inouï de un soldat pour 10 Cachemiris. Et non seulement ça, mais vous avez une loi, Armed Forces Special Powers Act, qui donne à l'armée indienne une quasi-impunité au Jammu et Cachemire. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment encore plus insupportable. Donc on a un homme fort, qui surfe sur une popularité, qu'on pourrait dire, hindoue, là c'est du nationalisme hindou, mais qui est sans doute en train de donner au problème cachemiri une ampleur sans précédent. 4000 Cachemiris sont derrière les barreaux, nombre d'entre eux sont des hommes politiques, 3 anciens chefs de gouvernement sont en prison depuis plus d'1 mois, sont des chefs de parti, sont des journalistes, des hommes des ONG, tous ceux qui espéraient que l'autonomie finirait par prévaloir et être la solution de l'intégration au Cachemire. Cette solution, l'autonomie, est maintenant en train de disparaître et on va pousser ceux qui étaient modérés vers l'autre camp, hein, le camp qui était, lui, séparatiste et islamiste. Non, mais même du coup, à l'échelle supérieure, plus large, ça fait des choses vraiment dingues, quoi. C'est-à-dire, cette année, il y a des raids aériens de F-16 indiens qui ont fait des raids au Pakistan et qui se sont fait abattre. Il y a 2 avions qui se sont fait... Non, mais ce que je veux dire, du coup, et ça me permet d'arriver vers ma dernière question, c'est... Je veux dire, on est sur un conflit ouvert avec des combats ouverts entre 2 puissances nucléaires, avec donc en plus une opposition confessionnelle extrêmement forte et un passé extrêmement lourd, comme on vient d'en parler pendant 3 quarts d'heure.
Donc d'abord, j'aimerais beaucoup que vous nous disiez que vous nous rassuriez tous et que vous nous disiez que l'apocalypse nucléaire n'arrivera pas, ou en tout cas n'arrivera pas de là. Je sais pas si vous pourrez le faire. Mais surtout, c'est intéressant aussi de s'en servir comme d'un cas pratique disons des théories de l'arme atomique. C'est-à-dire, on est toujours sur cette idée qu'il y a un équilibre de la terreur, que c'est ce qui permet d'éviter des escalades, le fait qu'il y ait l'arme nucléaire, etc., etc. Mais, alors c'est vrai, puisqu'on n'a pas encore eu de guerre nucléaire, malgré tous les facteurs extrêmement négatifs qu'on voit, mais en même temps, dans l'autre sens, on a l'impression aussi que ça fonctionne presque comme un enabler, c'est-à-dire que chacun des deux pays est persuadé que l'autre n'ira pas complètement dans la bataille, parce que ça impliquerait d'utiliser l'arme nucléaire, et que du coup, ça permet toujours plus de provocation de part et d'autre. Tout à fait. Et ça, je crois que c'est l'apport de ce conflit à la théorie de l'arme nucléaire. Certes, ça marche, la dissuasion. Il y a un moment où l'escalade doit s'arrêter. Et en général, elle s'arrête parce que les grandes puissances remontent leurs manches, retroussent leurs manches et viennent faire le tour des chancelleries pour qu'on calme le jeu. C'est ça le scénario classique. On déploie les lanceurs de missiles, tout le monde voit ça depuis le ciel, et aussitôt arrivent les envoyés des grandes puissances, et notamment des États-Unis. Mais c'est précisément parce qu'on sait que l'escalade ne peut pas aller trop loin, que sous cette espèce de parapluie nucléaire, si vous voulez, eh bien, on va pouvoir continuer à s'étriper par une guerre de basse intensité. Alors, ça, c'est le raisonnement que fait en particulier l'armée pakistanaise. Et elle arme des groupes djihadistes précisément parce qu'elle est consciente ou confiante dans le fait que ça ne pourra pas dégénérer, mais qu'on continuera à faire souffrir l'Inde. C'est un calcul qui a ses limites. Alors, pour l'instant, il tient, mais on voit bien quand même qu'il a ses limites. Parce que, premièrement, l'intervention extérieure des grandes puissances est beaucoup moins systématique, beaucoup moins rapide que dans le passé. Ça tient au fait que la qualité des hommes n'est plus la même. Trump a mis un temps fou à véritablement intervenir cet été lorsque l'escalade s'est déclarée entre l'Inde et le Pakistan. Ça tient aussi au fait que les puissances qu'on dit moyennes sont moins dépendantes des grands de ce monde. Il y a une émancipation qui va d'ailleurs avec la sophistication de leur armement. Et puis deuxièmement, on n'est jamais à l'abri d'une fausse manœuvre. Et les risques dans ce domaine sont certainement plus forts du côté pakistanais que du côté indien. Mais ce que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir le fait que la chasse indienne est frappée du côté pakistanais et que du coup en retour la chasse pakistanaise est aussi frappée du côté indien et réussit à abattre un appareil indien. Alors les F-16 étaient du côté pakistanais et du côté indien, on n'avait que des vieux MiG. C'est pour ça qu'il leur faut à tout prix les Rafales, parce que la chasse indienne est dans un état absolument catastrophique. Mais on voit bien que là, on est rentré dans une autre logique. On est dans de la guerre ouverte, on est dans du conflit ouvert. Et les risques de dérapage, les risques de fausses manœuvres ne sont jamais à exclure dans ces cas-là. Donc, pour l'instant, le parapluie nucléaire permet la guerre de basse intensité, mais la façon dont Modi réagit à cette guerre de basse intensité d'origine pakistanaise fait quand même monter les enchères. Et du coup, je pense qu'on devrait revisiter le paradigme de la stabilité que tout cela permet censément. Ouais, c'est ça, c'est le type qui saute de l'immeuble et qui dit que pour l'instant tout va bien. Ah, puis les Pakistanais sont les seuls à négocier en mettant le pistolet sur leur propre tempe. Bon, bah c'est une conclusion parfaite pour ce podcast. Merci beaucoup, Christophe Jaffrelot. Je vous rappelle que vous avez récemment publié L'Inde de Modi, national populisme et démocratie ethnique chez Fayard, ce qui est évidemment une très bonne piste de prolongement pour tout ce qu'on a évoqué dans ce podcast, notamment la situation la plus contemporaine. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire.
Je vous rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues et que vous pouvez nous envoyer tout ça sur la page Facebook ou Twitter de l'IRSEM. Vous pouvez même mettre aussi des commentaires sur les vidéos YouTube du podcast, puisque le podcast est maintenant disponible en vidéo. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, notez, commentez le podcast, notamment sur iTunes, puisque ça aide à le faire connaître, et ça nous aide aussi à savoir ce que vous en pensez, et comment vous voudriez le voir évoluer. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.